bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce débat. Les musiques actuelles peuvent-elles échapper à la dépendance des grands groupes? Un débat organisé par Octopus, la Fédération des musiques actuelles, représentée ce matin par Cyril Della Via, son directeur, et par Alex Barthes, Alex, et par les éditions de La Tribu, que je représente. J'ai créé les éditions La Tribu il y a 15 ans. Elles sont basées à Toulouse. Et nous éditons donc des essais sur la culture et notamment la revue Nectar dont on reparlera. Jean-François Manneville m'accompagne ce matin pour représenter les éditions La Tribu. Nous avons la chance d'accueillir un plateau à la fois dense et prometteur, avec Sophie Valency, Dany Lapointe, Mathieu Barrera, Emmanuel Négrier, Philippe Tellier. Je vais vous proposer de vous présenter les uns après les autres avant de reprendre la parole. On commence. Mathieu, je t'en prie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Eric et merci à Octopus et aux éditions de La Tribu pour l'invitation. Je suis Mathieu Barrera, j'ai une formation en sciences politiques et en direction de projets artistiques et culturels à l'Université Lumière Lyon 2. Je suis par ailleurs chargé de production et d'administration au Théâtre Comédie Odéon à Lyon et j'ai co-créé un micro-festival de musiques actuelles qui existe depuis 2015. Merci. Sophie. Donc Sophie de Valency, Production Bleu Citron, c'est une société créée à Paris mais qui a déménagé à Toulouse en 1999 et qui existe donc depuis 35 ans. C'est une société de droit privé. Nous sommes 3 dirigeants associés et voilà, basés donc à Toulouse, je l'ai dit. Je suis Emmanuel Négrier, chercheur au CNRS en sciences politiques à Montpellier. Et je viens de terminer le manuscrit d'une recherche sur les festivals avec mon collègue Aurélien Tchakwan. Une recherche qui porte sur l'empreinte sociale et territoriale des festivals, dont je reparlerai tout à l'heure. Bonjour, Dany Lapointe, je suis directrice de l'association Printival, qui est une association qui gère en particulier un festival qui s'appelle le Printival Bobby-Lapointe, un festival de chansons francophones, qui a lieu habituellement en avril à Pézenas dans l'Hérault et qui là va être fin août. Et ce festival existe depuis 2000. On a aussi une petite saison culturelle dans divers lieux. Et enfin, on a développé une fabrique artistique qui actuellement accompagne 5 projets à 360. Donc, bonjour à toutes et à tous, Philippe Tellier, enseignant-chercheur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble, donc travaillant sur les politiques culturelles, les politiques des musiques actuelles en particulier, il y a déjà bien longtemps, souvent avec Emmanuel Négrier, donc contributeur à Nectar et aussi co-directeur d'une collection d'ouvrages aux presses universitaires de Grenoble sur les politiques culturelles. Et puis, alors j'allais dire accessoirement, mais je pense que l'accessoire ici va être un peu plus important, je suis président et fondateur de la Drama en 88, qui est l'association qui a la gestion en DSP depuis 1994 de la SMAC, le Shabada à Angers. Et donc je suis aussi acteur des musiques actuelles à ce titre-là. Merci à vous. En fait, ce débat est né d'un échange avec Cyril et Alex suite au débat, au dossier que nous avons édité dans la revue numéro 11 de Nectar sur l'indépendance, et le texte de Mathieu Barrera, qui est d'ailleurs le titre de ce débat, les musiques actuelles peuvent-elles échapper à la dépendance des grands groupes, un article qui faisait suite à celui d'Emmanuel Négrier, La culture est-elle soluble dans la concentration économique, qui était paru dans le numéro 6. C'est évidemment Nectar, c'est une revue qui traite des grandes évolutions dans le domaine de la culture, de l'art et du numérique. Et donc, évidemment, la question de la concentration économique dans le domaine des musiques actuelles fait partie de ces fortes tendances. Donc, effectivement, depuis
maintenant une quinzaine d'années, des groupes comme Lagardère, Vivendi, Live Nation, AEG Live et Faimelac et d'autres ont investi un champ qu'ils n'avaient jusqu'ici pas investi pour diverses raisons, sans doute par manque d'intérêt. Emmanuel le traite dans son article. Et en fait, ils se sont positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, que ce soit la gestion d'exploitation des salles, évidemment les artistes, l'édition, la billetterie, la production de festivals, les spectacles, les produits dérivés, la communication. C'est ce qu'on appelle la concentration économique. Je ne vais pas détailler, mais Emmanuel l'avait formulé dans son article en parlant de la concentration financière, prise de contrôle d'une autre société en lui laissant une autonomie formelle. Il y a la concentration horizontale qui est l'absorption de concurrents et la concentration verticale qui est l'absorption de clients ou de fournisseurs. Mais Mathieu y reviendra et peut-être Emmanuel par la suite. En fait, évidemment, cette nouvelle donne a tendance à induire un certain nombre d'effets. Évidemment, concurrence accrue entre les acteurs, menace pour l'indépendance des lieux, des festivals, risque pour la diversité artistique, pour l'émergence de jeunes artistes, dérèglement de l'écosystème au niveau économique. Ça, en fait, ce sont les conséquences qui ont d'entrée été pointées. Ce qu'on va essayer d'analyser ce matin, d'observer, de constater, c'est de savoir si réellement ces effets induits ont lieu ou pas, de quelle manière, à la fois au niveau national, on va commencer par un état des lieux réalisé par Mathieu Barrera, donc au niveau national. Sophie Valency fera un focus sur l'Occitanie et on enchaînera par Emmanuel qui fera lui un focus sur les festivals à partir de l'étude qu'il vient de faire. Et Philippe ensuite enchaînera sur comment les politiques publiques, comment le secteur de la musique et les politiques publiques peuvent intervenir dans cette nouvelle donne. Est-ce qu'elles ont évidemment un rôle de régulation à avoir? Et Dany Lapointe observera, elle en tant qu'actrice, comme le fera Sophie, ce que ça a changé dans leur pratique professionnelle, comment cette nouvelle donne a pu effectivement les contraindre à agir différemment ou pas. Parce que évidemment, l'idée c'est ça, c'est qu'ensuite on échangera évidemment, et puis on donnera la parole au public dans la salle et au public derrière l'écran. Ce qui nous intéresse, c'est de voir effectivement en quoi cette nouvelle donne modifie l'écosystème et modifie les pratiques professionnelles. Voilà pour cette introduction. Je vais laisser la parole pour une quinzaine de minutes à Mathieu Barrera. Merci. Donc, je suis ici pour vous présenter mon travail qui est issu de mon mémoire que j'ai soutenu en septembre 2019 au sein du Master Direction de Projets Artistiques et Culturels à Lyon. Il avait pour titre de l'intérêt grandissant des grands groupes privés industriels pour le secteur des musiques actuelles français, les phénomènes de concentration en question. C'est une recherche qui a donné lieu à une publication dans Nectar, comme le disait Eric, et qui porte le titre de la rencontre d'aujourd'hui. C'est un travail qui s'accompagne d'une cartographie qui va vous être projetée, qui représente de façon non exhaustive les investissements massifs d'une poignée de milliardaires et de grands groupes privés industriels sur l'ensemble de la chaîne de valeur, comme ce qui a été dit en introduction. C'est-à-dire, comme le disait Eric, la prise d'intérêt par des rachats, des fusions, des acquisitions, des importations, des exploitations de tous les métiers de la musique et qui gravitent autour, ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc les salles, les festivals, les labels, sociétés de production, etc. Et plus largement, le merchandising, les médias, la publicité, les fondations, etc. C'est une carte qui s'inspire des travaux du monde diplomatique et de l'Acrimed qui avait réalisé un travail similaire sur les médias français. Pour ma part, je cite plusieurs exemples à l'international, puisque ça permet déjà c'est un phénomène qui n'est pas purement français, et ça permet de mieux rendre compte de l'écosystème de ces groupes, qui sont en majorité mondialisés.
à part pour Fimalac qui se targue entre guillemets d'avoir des investissements 100% français. Donc seuls sont représentés sur cette carte les opérateurs, sociétés, structures ou artistes jugés pertinents à titre d'exemple. J'insiste donc sur le caractère non exhaustif de ce travail. Pourquoi mener cette recherche? C'est pour dresser un constat factuel plus ou moins clair et lisible de l'évolution du secteur, afin de mettre en lumière l'action de ces groupes, qui sont souvent discutés parmi les professionnels, la preuve aujourd'hui, mais qui restent trop peu connus du grand public. Ça sert également en un coup d'œil à mieux se rendre compte de la place prise par ces acteurs dans l'écosystème. Je tiens à préciser que mon travail n'est pas une diabolisation de l'action de ces entreprises, mais qu'il tend simplement à en rendre compte, à les comprendre et à les mettre en perspective avec les enjeux du secteur. Je vous propose donc dans un premier temps de vous présenter rapidement ces groupes pour continuer sur comment et pourquoi ils s'insèrent dans le marché. Je terminerai enfin avec une mise en perspective sur la crise sanitaire, l'actualité et les changements à l'œuvre dans ces groupes, puisque la carte elle est arrêtée au mois de mai 2020 et depuis il y a eu quand même pas mal de changements. Je ne reviendrai pas sur les enjeux et problématiques que ça soulève, puisque je pense que la discussion qu'on aura par la suite y reviendra. Donc ces 6 opérateurs, dans un ordre aléatoire, on a John Malone, 316e fortune américaine, qui vient des télécommunications et qui est actionnaire majoritaire de Live Nation via le groupe Liberty Media. Nous avons ensuite Philip Anschutz, 224e fortune américaine, avec le groupe AEG, qui lui a fait sa fortune principalement dans le pétrole. On a ensuite les Français Vincent Bolloré, 17e fortune française avec le groupe Vivendi. Arnaud Lagardère, 448e fortune française avec le groupe éponyme. Marc Ladrette de la Charrière, 24e fortune française avec Fimalac. Et dans une moindre mesure, Mathieu Pigasse avec les nouvelles éditions indépendantes. À ces groupes, on pourrait ajouter par exemple le groupe français Morgane avec les Francopholies ou le Printemps de Bourges qui pratiquent plus ou moins les mêmes stratégies, ainsi que Sony, Warner ou encore vente privée. Mais on va voir que les 6 groupes présents ici ont certains points communs qui m'ont fait en fait les représenter sur cette carte. Ces points communs, malgré des stratégies qui leur sont propres, c'est le fait que, tout d'abord, ils sont possédés ou contrôlés par des hommes d'affaires millionnaires ou milliardaires qui ont fait fortune en dehors du champ des musiques actuelles. Ils ont les chiffres d'affaires parmi les plus importants du secteur, détiennent tous des intérêts capitalistiques, plusieurs filiales qui se rattachent à une société mère et s'inscrivent dans un marché commun en jouissant d'une force de frappe importante, que ce soit en matière de finance, de politique, de lobbying, de ressources humaines, avec une présence sur tout une partie de la chaîne de valeur de la musique et au-delà. En se plaçant ainsi sur la chaîne, il s'assure une présence globale, que ce soit auprès des publics, des collectivités ou des artistes, en contrôlant chaque maillon de l'écosystème, ce qui tend à transformer la structure de marché pas forcément en situation dite de concentration, mais plutôt, en tout cas pour le moment, en situation d'oligopole à frange, où une minorité d'entreprises vont s'accaparer les parts de marché, quand une majorité de plus petites structures vont se partager le reste. C'est un phénomène qui n'est pas forcément nouveau, et déjà dans les années 90, on dénonçait une concentration à l'œuvre, en particulier dans l'industrie du disque. Mais ce qui change aujourd'hui, ça va être la manière et la forme que vont prendre ces investissements. Ils sont exponentiels et massifs depuis une dizaine d'années surtout. Ils mènent des politiques de diversification qui, dans des domaines qui étaient jusque-là épargnés, les grands groupes ne s'intéressent plus à la seule gestion ou exploitation de salles, mais à toute la chaîne. Que ce soit par des stratégies d'intégration verticale, horizontale ou diagonale, qui vont favoriser les économies d'échelle, réduire les interlocuteurs, augmenter les marges, etc. On a d'autres points communs à ces acteurs et à ces investissements, c'est que de prime abord, ils peuvent paraître énigmatiques, puisqu'on pourrait se dire que ce sont des investissements peu rentables à court terme en tout cas. Ils représentent ainsi des manœuvres de soft power, d'influence, de culture washing. C'est une forme de conversion du capital économique en capital symbolique.
On pourrait citer ici Marc Ladrette de la Charrière, Fimalac. Je cite, « On ne peut être dans le pouvoir économique sans prendre le pouvoir du cœur ». Excusez-moi. Donc c'est une manière ainsi d'asseoir pour ces milliardaires un statut de dominant, d'ultra riche, de bienfaiteur des arts. À ces points communs, on pourrait ajouter des facteurs systémiques qui rendent ces investissements possibles. Donc bien sûr, dans un premier temps, on a au début des années 2000, 2010, le changement de paradigme avec la chute du disque. On ne tourne plus pour vendre un disque, mais on vend un disque pour tourner. On va voir que je nuancerai ça après, suite à la crise sanitaire qui a quand même pas mal changé les choses. En parallèle, bien sûr, on a l'évolution du marché de la musique qui évolue maintenant à une échelle mondialisée. À un niveau plus national, on a une forte demande des publics et des collectivités via un marketing territorial très fort et une politique de la culture qui est de plus en plus une politique du tourisme, qui amène à une événementialisation de la culture, à une festivalisation et qui donc peut faire augmenter l'intérêt de ces groupes à investir dans le secteur. Paradoxalement, à ce marketing territorial, on a une stagnation des subventions face à une augmentation des coûts de production via ce que j'appelle une abolie générale de la puissance publique, qui est, elle, liée à un contexte plus global de néolibéralisme où la concentration économique, la rationalisation et la recherche perpétuelle de la performance et de l'action publique deviennent la norme, et ça fait en fait entrer le secteur privé dans le secteur public, que ce soit par les privatisations, les délégations de services publics, les partenariats publics-privés, le New Public Management, etc. Ainsi, les groupes privés opportunistes s'installent en substitut de l'abolie de la puissance publique, qui est elle-même fondée par l'action de ces milliardaires sauveurs du monde culturel. Toutefois, la crise sanitaire peut me faire nuancer ce propos. En effet, le soutien de l'État, l'action publique et la volonté politique ont été et seront déterminantes pour l'avenir du secteur. On peut citer plusieurs exemples récents. On a notamment la saisine de l'autorité de la concurrence par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale en juillet 2020. L'autorité de la concurrence a publié son avis il y a 2 semaines dans laquelle elle dit rester vigilante face au phénomène. Elle reconnaît les mutations du secteur et affirme sa compétence à les observer et à les réguler si elle juge toutefois qu'il y a matière à intervenir. Donc ce sera là peut-être les éléments à suivre sur les prochaines années. On a aussi eu en septembre 2020 l'étude de la DGCA du ministère de la Culture qui s'intitule « Présence et stratégie d'intégration des groupes d'entreprises dans le secteur des festivals des musiques actuelles entre 2009 et 2017 ». On a aussi eu l'année dernière les états généraux des festivals, les aides du CNM et plus largement les aides de l'État. Donc on voit bien que l'abolie de la puissance publique elle est tout de même relative et qu'il y a un certain interventionnisme de la part de l'État. Donc voici de manière un peu rapide le constat qu'on peut dresser et je vous propose maintenant de passer à l'actualité de ces groupes avec une mise en perspective sur la crise sanitaire. Étant donné leurs moyens, les grands groupes, on pourrait se dire de prime abord qu'ils ont plus d'épaules à résister face à la crise par rapport aux plus petites structures. On peut citer par exemple fin avril 2020, en pleine crise sanitaire, l'investissement du Fonds public d'Arabie Saoudite qui a acheté plus de 5% des parts de Live Nation Monde, faisant ainsi bondir l'action de la multinationale de plus de 9% alors qu'elle était en berne. L'action de Live Nation est d'ailleurs montée à plus de 80 $ en début d'année, un niveau jamais atteint. Pourtant, en 2020, le chiffre d'affaires de Live Nation était de 1,4 milliard $, alors qu'en 2019, il était de près de 10 milliards $. Pourtant, le niveau de son action est au plus haut. Ce serait donc une erreur de croire que ces multinationales restent épargnées, en témoigne le chiffre d'affaires que je viens de citer, et aussi en témoignent les plans de licenciement décidés chez Live Nation Monde, ainsi que leurs nouvelles clauses contractuelles envers les artistes pour 2021, qui visent à transférer les charges financières vers les artistes. Le groupe veut réduire ainsi de 20% les garanties promises aux artistes,
avant un événement. Si un artiste annule une représentation en violation de l'accord, il paiera au promoteur 2 fois le montant de son cachet. Aucun promoteur n'était allé jusque-là. Du coup, on peut se demander si on ne se dirige pas vers de nouvelles normes contractuelles initiées par les grands groupes suite à la crise, ou bien si ce n'est pas là l'occasion pour les acteurs de proposer plus de garanties aux artistes. Toujours à propos de Live Nation, le groupe Liberty Media, donc qui détient près de 1/3 de Live Nation et qui est dirigé par l'américain John Mallon, a pris une participation l'année dernière à hauteur de 50% dans iHeartMedia. iHeartMedia, c'est le plus grand groupe de radio commerciale aux États-Unis, qui possède 850 stations et est écouté par 130 millions d'auditeurs. Il faut savoir que Liberty Media contrôle par ailleurs les services de streaming américains Sirius et Pandora, donc, qui sont 2 énormes services de streaming aux États-Unis. Public Citizen, une organisation de défense des consommateurs, a estimé que la concentration réalisée par John Mallon était insensée, je cite. « Si vous écoutez quelque chose en Amérique qui ne soit pas la radio publique ou Spotify, il y a de grandes chances que cela appartienne aux milliardaires. » Pour continuer sur l'actualité, avec Fimalac et Marc Ladrette de la Charrière. Donc, pour rappel, Marc Ladrette de la Charrière, en 2017, il affirmait être le bras séculier, je cite, du ministère de la Culture, et en disant accomplir ce que le ministère n'a pas ou plus les moyens de faire. Pourtant, en octobre 2020, il a publié un appel à l'aide dans une tribune du même journal Le Monde, où il dit, je cite, « Cette crise révèle dans nos règles et notre droit des lacunes qui aujourd'hui pénalisent gravement le secteur privé de la culture. Nul autre que l'État ne peut combler ces lacunes, il y a urgence. » En parallèle, les Open Lux ont révélé que Marc Ladrette de la Charrière a placé une majorité de sa fortune au Luxembourg et qu'il vient d'échapper à un redressement fiscal de près de 2 millions d'euros. Tout ceci ne l'a pas empêché le 26 novembre dernier de donner 10% de sa fortune à une fondation qui portera son nom, précisant qu'il ne s'agit en aucun cas d'une optimisation fiscale. Je cite à nouveau Marc Ladrette de la Charrière. Donc, dans cette actu, on peut un peu voir l'ironie des propos et un peu l'absence de mémoire du journal Le Monde quand en 2017 il se disait bras séculier du ministère de la Culture et que 3 ans plus tard il vient demander l'aide de l'État. Au niveau de Lagardère, c'est là peut-être l'actualité la plus mouvementée des 6 groupes présents sur la carte, puisque suite à une bataille d'1 an du fonds d'investissement dit activiste Amber Capital, donc qui détient des parts dans Lagardère, Arnaud Lagardère a mis fin à la fameuse structure de gouvernance en commandite de son groupe, qui lui donnait tous les pouvoirs malgré une participation limitée à 7% au capital. Cette décision de transformer la société en société anonyme doit être validée par l'Assemblée générale en fin juin. Et du coup, ça fait monter Vivendi à plus de 27% du capital, et du coup, Vivendi devient l'actionnaire majoritaire de Lagardère. Amber Capital monte à 20%, et le Qatar reste lui à 13%, et Marc Ladrette de la Charrière à 3,5% de Lagardère. Vivendi d'ailleurs est l'un des seuls groupes sur la carte qui a connu de bons résultats en 2020 malgré la crise. Grâce à sa diversification et à sa présence dans les médias et dans la musique enregistrée et le streaming, grâce notamment au fait qu'il possède 100% de Universal Music Group. Il faut savoir que Vivendi vient de décider de distribuer plus de 60% du capital d'Universal Music Group à ses actionnaires, et Universal est valorisé actuellement à plus de 30 milliards d'euros. Ceci grâce à une augmentation des revenus de la musique enregistrée de plus de 10%, et grâce aussi à une croissance des revenus d'abonnement et de streaming de près de 20% chez Universal. Le groupe prévoit par ailleurs une introduction à la bourse d'Amsterdam du groupe Universal. Je vais te laisser conclure, Mathieu. Ouais, j'ai fini, bientôt. Pour conclure, du coup, on peut se demander si la crise sanitaire ne va pas accroître l'appétit de ces groupes, leur donner envie, entre guillemets, de profiter de la fragilisation de certaines structures, alors que
elles-mêmes ont été fragilisées, et ainsi investir ou racheter des structures qui ont été fragilisées par la crise. On peut se demander aussi si le spectre des GAFA et la coulée du live face à la musique enregistrée durant la crise et face au streaming n'est pas là un énième rebondissement de la situation du secteur déjà bien ébranlé. On peut aussi citer l'entrée d'un nouvel acteur, le Pass Culture, et se demander à qui va-t-il réellement profiter. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, Mathieu. Avant de passer la parole à Sophie, puisque tu viens de parler de Vivendi, je pense que Sophie, sur la situation en Occitanie, va nous parler de Vivendi. Juste deux petites précisions. Je voudrais vous informer que le débat est enregistré et sera retransmis dans différentes radios via la Ferrarock. Et la deuxième chose, c'est que évidemment, dans la salle, vous pouvez préparer vos questions pour la deuxième heure, et derrière l'écran aussi, vous pouvez envoyer vos questions par chat. Donc, Sophie, je te donne la parole pour compléter ce qu'a dit Mathieu, mais sur un plan davantage régional. D'accord. Merci Eric et merci Mathieu. Sur le plan régional, pour nous, l'état des lieux se traduirait plutôt par une présence, une montée progressive de certains groupes. Donc Mathieu a cité 6 groupes clairement identifiés, mais ils ne sont pas tous également présents en région, comme on dit, depuis Paris. Et certains groupes ont plus de velléité à gagner du territoire que d'autres. Je dirais que pour la plupart d'entre eux, alors moi je gère une société privée et par définition, dans la mesure où je souhaite qu'elle perdure, je m'adapte, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de marché et donc je m'adapte. S'adapter, ça constitue dans un premier temps à garder le lien avec tous ces acteurs et à les considérer et à ce qu'ils nous considèrent comme acteurs régionaux. Alors je dirais que l'histoire, la création, la façon dont s'est créé le milieu des musiques privées a permis de s'adapter, notamment parce que dans ce secteur, il y a beaucoup d'entreprises avec un fort intuitu personné. C'est des structures qui se sont créées autour d'une personne, d'une relation à l'artiste, d'une relation au territoire. Et donc ça, je pense que ça met un certain temps à s'effacer ou à se gommer. Donc du fait de ces relations intuitu-personnées, moi, appartenant à une société qui en bénéficie d'un aussi, j'ai pu continuer à m'adapter et à conserver un type de relation avec tous ces producteurs prescripteurs, une relation assez saine et sereine. À savoir que dans le cas de Fimalac, il y a eu un rachat de beaucoup de producteurs parisiens dont les têtes n'ont jamais été remises en question, et il a même été souhaité que ces têtes qui bénéficient de la relation très privilégiée à l'artiste et au catalogue de ces artistes, il a été souhaité par le groupe que ces têtes perdurent. Donc on a pu continuer, j'ai envie de dire, le travail tel qu'il avait été amorcé, avec évidemment tous les aléas et toutes les évolutions économiques qu'on connaît, c'est-à-dire une marchandisation plus forte du live, une substitution des revenus des artistes du disque vers le live, mais dans tous les cas, je dirais que ça n'a pas eu une incidence, un impact très très fort dans un premier temps et avec la plupart de ces groupes sur notre travail quotidien. Ensuite, ce qu'on a pu, je dirais que ça c'était une première phase. La deuxième phase, ça a été quand même une appréhension globale du milieu et de toutes les régions, je crois, de l'arrivée du géant américain Live Nation. Ça a été très pointé du doigt. D'abord parce que, je ne pense pas avoir entendu ce mot, mais pour moi, c'est une politique de dumping, c'est-à-dire qu'on arrive, on casse un peu toutes les dynamiques économiques en place pour installer, pour acquérir des parts de marché, et en atteignant un certain nombre de parts de marché, on peut ensuite dicter le marché et replacer les prix à leur juste prix, voire bien au-dessus. Donc ça a été une nouvelle politique qui a été plus déstabilisante en région pour nous, parce que ça s'est notamment accompagné
par, je n'ai pas détaillé mes multi-activités, mais ça s'est notamment traduit par une baisse des collaborations avec les promoteurs locaux. Les promoteurs locaux sont aussi des producteurs locaux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui accueillent les tournées nationales dans les zéniths, dans les bikinis, dans toutes les salles du territoire, et les accueillent avec une prise de risque plus ou moins importante. Plus les salles sont petites, plus on demande au promoteur local de prendre le risque, plus on part sur des gros volumes de salles type Arena, Zénith ou Stade, plus le producteur local se transforme en prestataire de service et en promoteur local pour le compte du producteur national. Donc dans ce cas de figure, c'est vrai que Live Nation a décidé de ne plus s'appuyer sur les compétences locales, ou en tout cas beaucoup moins, et ça s'est traduit par une baisse d'activité pour nous. Mais comme je l'ai dit, et comme tout ça se passe progressivement et sur des années, nous nous sommes adaptés. On est dans un marché privé, nous avons trouvé d'autres ressources, nous sommes passés de ces ressources-là, et nous avons trouvé la possibilité de rebondir. Sophie, cette baisse d'activité des promoteurs locaux, elle a été quantifiée ou c'est une impression? Non, ce n'est pas une impression, puisque c'est une réalité qui se traduit aussi bêtement par par exemple, au Zénith de Toulouse, alors que je réservais une salle, je mettais en place tout le dispositif, j'embauchais du personnel local. Maintenant, dans tous les cas de figure où c'est Live Nation, le producteur de l'artiste, il envoie un régisseur parisien qui va coordonner les équipes locales, les relations avec la salle, et la promotion et la communication se fera de Paris, ou alors parfois, j'en ai entendu parler du côté de Montpellier, en faisant appel à des agences de presse locales pour se substituer au travail du promoteur. Donc ça a été, on va dire, une deuxième étape. Puis ensuite, on a vu en face de ce géant américain arriver un second géant américain qui, vous allez me trouver très optimiste, mais moi je trouve que du coup ça a généré aussi une concurrence entre gros acteurs internationaux, et pour nous ça s'est quand même traduit par quelque chose, ça a détendu quelque chose en quelque sorte, c'est-à-dire que jusqu'alors le canal pour accéder aux artistes internationaux était très très balisé pendant quelques années. Je ne dis pas que Live Nation avec tous les groupes internationaux, mais avec beaucoup de groupes internationaux. Et même si on continue à travailler avec les agents indépendants sur le sol français, néanmoins, Live Nation canalisait beaucoup d'artistes. Et comme par ailleurs, ils avaient beaucoup d'intérêt dans beaucoup de festivals grand public, le canal était difficile pour arriver jusqu'à des artistes internationaux. Pas impossible, voilà, mais il avait été rendu un peu plus ardu. Moi, j'ai plutôt vu d'un bon œil, du coup, arriver à EG, dans le sens que j'ai trouvé que la politique était différente, était une politique d'intégration dans le territoire français, et aussi une politique une situation de rééquilibrage des canaux vers l'accès aux artistes internationaux. Donc, j'en suis au constat, et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si dans 5 ans, je dirais la même chose. Ensuite aussi, on a vu arriver, alors là, un acteur, je pense que tout le monde a sous-estimé à la base, qui est Olympia Prod, et puis qui est intégré dans le groupe Vivendi, et qui, eux, ont d'emblée finalement une politique en région beaucoup plus offensive. Alors, je me souviens très bien que ce milieu, surtout le milieu parisien, se montrait assez peu inquiet au départ, puisque leur premier achat a consisté à racheter un festival à Brive, le Brive Festival, qui n'était pas le plus gros, qui n'était pas le plus visible ou ni le plus prestigieux. Néanmoins, ça s'est ensuite, ce cycle a continué avec les Déferlantes à Argelès pour la région Occitanie, avec le Garo Rock à Marmande pour la région Nouvelle-Aquitaine, avec, ça il se trouve que moi je le vis, puisque avec ma structure je réponds à des appels d'offres municipaux
Et alors que je gérais la programmation du festival de Montauban, ce marché a été gagné par Vivendi, donc je suis sortie de cette histoire. Et puis ensuite, ils ont développé une forte collaboration avec ODP, un festival à Bordeaux, et je crois qu'il y a d'autres choses qui se passent là en Nouvelle-Aquitaine. Ils sont aussi assez présents en Rhône-Alpes. Après, j'identifie pas encore de région où ils sont aussi forts que dans le sud-ouest. Donc ici, Vivendi est un vrai sujet, peut-être moins sur le plan national, mais sur le plan local, dans le sud-ouest, c'est un vrai sujet. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je gère une entreprise privée qui est aux prises avec le marché, donc je m'adapte. Et quand je dis je m'adapte, c'est que cela correspond à différents scénarios et comportements. Comment je résiste à ce triangle d'or dans lequel finalement je me retrouve, et notamment je me retrouve parce que je coproduis avec Arpège et Trémolo le festival Pause Guitare à Albi, qui évolue plutôt bien et sereinement depuis 25 ans, qui a grossi progressivement et qui est plutôt un modèle de festival associatif vertueux, mais qui a su, il y a 15 ans, se poser les bonnes questions, justement, en termes d'implantation sur le territoire, de visibilité nationale et de résistance face à la concentration. Donc, ensemble, nous faisons route et nous essayons de dégager de notre festival ce qu'il y a de plus original et ce qu'il y a de plus pertinent pour attirer les artistes, les producteurs et le public. Alors, il est vrai que pour qu'on soit pertinent, nous, dans notre discours, il faudrait que les publics soient vraiment attentifs et soucieux de savoir où ils vont quand ils achètent un billet, comment ce billet est utilisé, quelle est la part de chaque euro qu'ils mettent dans ce billet et, in fine, à quel projet il est dévolu. Donc ça, moi, je n'ai pas de quantification ou d'études là-dessus. Je ne sais pas si les publics aujourd'hui sont sensibles. Nous essayons de le sensibiliser, mais c'est une toute petite action à l'échelle de notre territoire. Et j'ai assez foi, en fait, dans le fait que je trouve que les gens sont de plus en plus attentifs, et je pense que la crise du Covid a favorisé ça, plus en plus attentifs à la manière dont ils consomment. En tout cas, j'ai envie de le croire. Bon. Et la musique est maintenant un produit de consommation, le live est un produit de consommation, donc j'espère que nous arriverons à convaincre. Ensuite, sur le plan du territoire, ce que je trouve, ce en quoi ça m'impacte aussi, c'est donc me battre au quotidien pour amener des artistes de notoriété nationale à Pause Guitare, alors même que Vivendi a la possibilité de faire 3, 4 ou 5 offres sur un territoire donné, sur le même festival que moi, au même artiste. Donc c'est quand même c'est tentant pour un producteur de se dire, bon ben voilà, ma tournée des festivals est bouclée dans le sud-ouest, j'ai 4, 5 festivals, ça pourrait tout à fait s'entendre. Aujourd'hui, ça se passe forcément avec certains artistes, notamment les artistes du groupe Vivendi, qui forcément, on est dans une logique de 360. Il est normal que le groupe Vivendi donne la priorité à ces groupes sur ces festivals. Enfin, normal, en tout cas, c'est leur politique. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Oui, donc il est tentant pour les artistes et pour les producteurs de céder à ça. Pour autant, moi, je ne le constate pas tant que ça. D'abord parce que c'est un militantisme quotidien, un engagement quotidien, que d'appeler des producteurs, leur expliquer notre particularité territoriale, c'en est une pour le moment, et de leur expliquer à quel point c'est un enjeu pour nous, et aussi de quels atouts on bénéficie pour recevoir leurs artistes, en quoi leur place est plus pertinente chez nous qu'au Garo Rock. Et ça, c'est pas très difficile aujourd'hui à expliquer, puisque le Garo Rock a un public très très jeune, très massif, qui vient 3 jours ou 4 jours consécutifs sur un camping pour vraiment une expérience, alors que le festival Pause Guitare a plus de
un public, à une cible, on va dire, et une esthétique qui vise des gens un peu plus âgés. Il n'y a pas de camping, c'est un festival en centre-ville qui aussi met l'accent sur les charmes de la ville, sur les scènes off gratuites, sur la vie de la ville. Donc ça s'entend. C'est plus difficile de faire le poids par rapport au Festival des Déferlantes à Argelès, qui était un peu sur le même schéma que Post Guitare jusqu'alors, une jauge équivalente, un type de ville équivalent, mais néanmoins, on arrivait à garder le dialogue et le contact, à savoir qu'il nous arrivait régulièrement de nous consulter en disant, on était le même week-end, en disant, tiens, ça serait pas mal, si tu es intéressé par cet artiste, et nous le sommes, on a 250 km d'écart, je pense que c'est tout à fait possible, travaillons ensemble sur le même week-end, quel jour t'intéresse, etc. Sur des gros artistes internationaux où on demande, qui très chers, sur lesquels on demande plus d'exclusivité, on peut difficilement faire ce travail-là. C'est plus délicat. Chacun là reprend un peu en compte ses propres intérêts. Ensuite, on va peut-être te faire tourner la parole, Sophie, sauf si tu veux. Non, alors juste, je voulais, alors donc j'abrège, mais je voulais juste dire que dans l'exposition qu'avait fait Mathieu, il y a un mot que j'ai pas entendu sur le phénomène de concentration et de 360 degrés, c'est la billetterie. Souvent, ces groupes sont détenteurs des plus gros canaux de billetterie, Vivendi, Digitic, Live Nation, Ticketmaster. Et ça, c'est un enjeu énorme pour la suite parce qu'aujourd'hui, ce dont on est conscient, c'est que pour toucher les publics, on est très soucieux de posséder de la data et la billetterie est un très gros vecteur de data. Donc je voulais juste compléter ça, je pense pas l'avoir entendu. Voilà. On te redonnera bien sûr la parole tout à l'heure parce que tu es un acteur majeur de ce territoire. Tu gères une entreprise privée à intérêt public, c'est peut-être ce que tu voulais dire tout à l'heure. Tu as abordé les festivals. Emmanuel, ça fait maintenant de longues années que tu les étudies. Tu as actualisé cette étude dernièrement, pas plus tard qu'hier, puisque tu as bouclé le livre sur le sujet hier. Comment la nouvelle donne dont on parle ce matin a ses effets sur les festivals selon l'étude que tu as faite? Merci. Alors, je suis très content d'être là dans ce débat. Je vais faire peut-être quelques réactions. Je trouve que la dernière remarque sur Digitic, elle est intéressante, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Citic, parce que Digitic a été, avant d'être en position de dominer via Vivendi, l'une des victimes d'ententes frauduleuses entre d'autres boîtes de billetterie il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années. Donc c'est marrant comme les choses se retournent. Moi j'ai trouvé très, très intéressant le paysage que vous avez brossé l'un et l'autre et qui évoque des choses sur lesquelles en effet je travaille à partir des festivals. Alors, la question de la dépendance à l'égard des grands groupes, je la trouve posée, moi, de manière un peu particulière quand on regarde le paysage des festivals, comme je l'ai fait avec mes collègues là jusque récemment. Alors, je ne vais pas spoiler l'ensemble de l'étude, mais je vais juste dire que si je regarde le panel des festivals qu'on a étudiés, c'est-à-dire sur les données budgétaires, un peu plus de 800 festivals, combien sont concernés par les logiques de concentration? Très peu, en fait, très très peu, 2-3% de l'ensemble, et encore, ce n'est pas une étude sur les festivals de musiques actuelles, c'est une étude sur l'ensemble des festivals de tous les secteurs artistiques, et donc dedans, il y a des festivals, des gros festivals de cinéma qui sont dans des logiques tout à fait différentes par rapport à cette question de la concentration. Donc, voilà. Si on doit aborder la question de la dépendance aux grands groupes sous l'angle de la propriété et des menaces qui pèsent sur les indépendants qui risquent de se faire acheter, eh ben on touche une toute petite partie du paysage. Et cette toute petite partie du paysage, ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'est pas menaçante, qu'elle ne pose pas un problème.
elle pose un problème, et on le voit dans des cas de difficulté de gros festivals indépendants qui font l'objet de menées plus ou moins amicales de rachat, et je pense qu'il y a un festival qui a déjà été évoqué dans ce débat, qui a été dans ce cas de figure récemment. Donc c'est un problème, et ce problème-là, il appelle deux réponses. Une réponse déterminée de la part des pouvoirs publics. Donc la réponse se trouve dans les politiques publiques, pas simplement les politiques nationales, puisqu'en matière de festival, l'État compte plus qu'il ne croit lui-même, mais il ne compte pas beaucoup par rapport au rôle que jouent les régions, les départements, encore aujourd'hui, et les intercommunalités et les communes. Donc là, il y a un enjeu de politique publique qui est tout à fait clair. L'autre enjeu, il est porté, enfin l'autre réponse, elle est du côté de l'autorité de la concurrence, qui, comme le disait Mathieu, a dit, papa est là, vous inquiétez pas, si jamais il y a du grabuge, j'interviens. J'interviens a priori sur des logiques de concentration qui pourraient se révéler. Le problème, c'est que les logiques de concentration qui commencent à intéresser l'autorité de la concurrence, elles commencent à 50 millions d'euros. Et comme on est dans un secteur d'entreprise finalement relativement modeste, hein, quand je dis relativement modeste, c'est vrai que quand on regarde des grosses entreprises du secteur de l'événementiel, les Vieilles Charrues, les Eurocaines de Belfort, on est très largement en deçà de ce chiffre-là. Donc il va falloir attendre que ça monte très très haut pour qu'on commence à s'intéresser du point de vue des politiques publiques et de l'autorité de la concurrence à la question des concentrations. Bon. Donc, petite partie du paysage concerné par la question des concentrations au sens de la propriété. Mais en revanche, sur la question de la dépendance des grands groupes, il y a la question des abus de position dominante. Et là, les abus de position dominante ne passent pas nécessairement ni essentiellement par la propriété. Elles passent par l'influence que ces grands groupes peuvent avoir sans être propriétaires sur les logiques de programmation, sur les logiques effectivement d'intermédiation, comme tu l'as dit très justement, Sophie, parce que c'est une clé, c'est une clé absolument importante du secteur, hein, sur donc toute cette myriade de petits producteurs jadis indépendants les uns des autres et interdépendants, et qui sont aujourd'hui dans la main de quelques groupes, ou qui peuvent tendre à être dans la main de quelques groupes. Et de ce point de vue-là, la concentration financière que tu as décrite, qui est essentiellement le modèle de Fimalac, alors qui lui pose des problèmes, hein, qui lui pose des problèmes de coordination, qui lui pose des problèmes d'inefficience relative sur le plan économique et comptable du modèle, ça crée des perturbations, des concurrences internes et tout. C'est pas si clair que ça. Mais néanmoins, effectivement, tu as raison, parce que Fimalac parie sur le fait qu'on est dans une économie de réputation et dans une économie de relations de partenariat très largement immatérielle, très affectée à la personne, avec la dimension personnelle, individuelle, des amitiés qui comptent. Hein. Quand on est patron d'Astérios, on sait que finalement, le rapport qu'on a aux artistes, il est difficilement remplaçable par un patron qui viendrait de Fimalac, qui serait lui-même complètement anonyme. Donc effectivement, ça joue très très fort. Alors là, de ce point de vue-là, quelle est la réponse? Quelle est la réponse à la question des abus de position dominante? Oui, c'est vrai, à nouveau, l'autorité de la concurrence, qui peut cette fois non plus a priori, mais a posteriori, intervenir pour dire, attention, là, il y a abus de position dominante. C'est vrai que Live Nation ne possède pas beaucoup de festivals en France, mais il influe sur la programmation des festivals en France de manière déraisonnable pour un acteur, l'autorité de la concurrence, qui doit veiller à cette fameuse libre concurrence et non faussée. Mais je dirais, ça c'est une réponse juridictionnelle, quasi juridictionnelle. La réponse la plus importante, à mon avis, elle est dans la main des acteurs. Elle est bien sûr dans la main de celui qu'on oublie toujours, c'était le public. Bon. Si Live Nation, si AEG, si Morgan, si TF1 demain ont autant de succès dans la production des artistes, c'est parce qu'on en veut de ces artistes. Qui en veut? Le public. Bon, je le dis juste en passant. Mais le deuxième niveau, c'est le niveau des acteurs eux-mêmes. Des acteurs eux-mêmes et de leur logique de coopération.
C'est-à-dire, si le modèle de Live Nation, comme vous l'avez dit tous les deux très justement, est un modèle de menace directe sur l'intermédiation, alors les festivals qui résistent à ces menées-là doivent parier sur l'intermédiation au contraire. Et c'est ce qu'ils font. Donc Mathieu, là j'ai un désaccord avec toi sur un point, mais je pense que tu l'as dit en passant et que tu ne le croyais pas vraiment, c'est que tu as mis dans le même sac le développement d'un néolibéralisme d'esprit, de politiques culturelles de plus en plus orientées par le tourisme, de festivalisation, etc. Comme si tout ça, c'était un phénomène qui était un phénomène je dirais, de démission par rapport au marché. Et moi, je suis en désaccord avec ça. Parce que, pour la festivalisation, de quoi on parle aujourd'hui? Si on passe de 2000 festivals dans les années 2000 à 6000 aujourd'hui, c'est dû à un phénomène qui touche essentiellement, donc c'est ce qu'on appelle la festivalisation, l'essor. Ces 4000 festivals, c'est essentiellement pas des festivals de musique. Donc c'est des festivals qui sont dans le domaine du cinéma, parce que dématérialisation des supports numériques, c'est beaucoup plus facile et moins cher de faire un festival de cinéma. Sur les 4000, il doit y en avoir quand même quelques-uns de musique. Il y en a, oui, il y en a beaucoup en musique actuelle, mais au total, ce n'est pas la majorité de l'espèce. Au contraire, en fait, c'est des festivals littéraires, c'est des festivals de contes, c'est des festivals de marionnettes, c'est des festivals d'art visuel qui n'existaient pas dans les années 2000. Ces festivals, ils sont massivement hors saison. Ils ne sont pas l'été. Ils ne sont pas au moment de la chalandise maximale. Et ce sont des festivals qui ont pour caractéristique d'être hyper interactifs avec les acteurs de leur territoire. Autrement dit, la festivalisation, ça n'est pas le front renversé d'une bonne politique culturelle, coopérative, non lucrative et tout ça, c'est le partenaire de ça. Et c'est sur cette base-là que peut se développer l'intermédiation dont on parle. Je prends juste un exemple, puis après j'arrête, hein, pour donner un message optimiste. L'optimisme, disons, mesuré quand même, il ne faut pas non plus bourrer. Mais donc, je regarde le travail de Deux Concerts. Deux Concerts, c'est une structure qui rassemble des festivals de musique actuelle indépendants. Ils sont peu nombreux, hein, 23-25, et je les regarde depuis quelques années. Au début, je leur demandais, mais sur quoi vous coopérez en fait? Alors ils me disaient, bon, on ne peut pas coopérer, tu l'as dit d'ailleurs, sur les têtes d'affiche, c'est pas possible, c'est là, on joue notre marque maximale. On ne peut pas coopérer non plus sur les groupes émergents, parce que les groupes émergents, si ça se trouve, c'est nos têtes d'affiche de demain, donc c'est un capital, on n'investit pas beaucoup là-dessus, mais si ça se trouve, ça va rapporter gros. Donc on coopère sur des affiches moyennes, sur lesquelles on peut ne pas se bouffer. Bon, c'est pas super stratégique, hein, donc on s'entend. Et puis, plusieurs années après, je repose les mêmes questions. Je les vois fonctionner. Et ils coopèrent maintenant en se donnant des tuyaux, en cofinançant des micro-tournées de groupes émergents, des coups de cœur qu'ils ont les uns les autres. Donc en fait, le deuxième argument n'était plus vrai. Et ils commencent aujourd'hui à se poser la question, ils se posent la question, on se la pose aussi, de savoir s'ils ne vont pas essayer de coopérer sur les têtes d'affiche, justement, pour essayer de mettre fin, ou en tout cas d'influer collectivement sur cette espèce de spéculation sur les cachets artistiques qui font que cette augmentation est déraisonnable, à la fois pour les artistes concernés, mais elle est déraisonnable parce que le rapport de force financier entre les têtes d'affiche et les groupes émergents et les groupes moyens est scandaleusement défavorable à ces derniers. Voilà. Et le dernier point, je m'excuse, mais c'est dans le désordre, mais je rebondis sur ce qu'a dit Sophie tout à l'heure sur la valeur ajoutée importante des lieux du point de vue des artistes. Je me rappelle en 2010 avoir interviewé Olivia Ruiz à ce sujet, en lui demandant comment elle voyait, elle, parce qu'on regarde toujours les festivals en sociologue, en s'intéressant au public, aux opérateurs, etc., mais on pose peu la question aux artistes. Et en fait, dans cette interview, elle montre à quel point les lieux comptent, les territoires comptent. Elle n'est pas aux Vieilles Charrues comme elle est au chapeau à plumes, et qu'elle n'est pas, elle n'y est pas comme elle est aux Eurokéennes, et qu'il y a des ambiances différentes
de la même manière que Jérôme Guibert dit qu'il y a des scènes urbaines différentes avec des qualités différentes. Et je pense que ces qualités distinctives sont la manière dont les musiques actuelles, parmi d'autres formes d'art, peuvent résister aux grands groupes. Merci Emmanuel. Philippe, la question des politiques publiques effectivement est centrale. Comment les pouvoirs publics peuvent réagir face à ce que Sophie parlait tout à l'heure de politique de dumping de ces grands groupes, c'est effectivement ça. Et donc en principe, les politiques publiques sont là pour à tout le moins réguler ce type d'action. Oui, alors c'est bien que Emmanuel ait fini par un point de vue optimiste, parce qu'avec mon pessimisme tendanciel fortement prononcé depuis quelque temps, je vais peut-être un peu contraster ici. Alors, effectivement, moi je suis assez intéressé par ces débats, parce que depuis longtemps, je lis ce qui s'écrit à ce sujet, notamment ce qu'avait produit Mathieu et Emmanuel. Et en même temps, je n'avais jamais vraiment réussi à formuler un début de pensée ou de réflexion sur ce qui se passe. Et donc, j'en ai profité de l'invitation pour commencer à le faire et travailler sur les dimensions politiques de la question. Alors, il me semble qu'en fait, mon propos va tourner autour d'une formulation que j'avais déjà évoquée entre nous, c'est la suivante: c'est quoi le problème ? Et c'est quoi le problème ? Ça veut dire non pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est comment ce problème est formulé. Et donc effectivement, il peut être formulé de deux façons. Quel est le problème dont les politiques publiques pourraient assurer un début de réponse, ou auquel plutôt elle pourrait apporter des réponses. Quel est le problème au fond à résoudre? Et puis aussi, autre sens de l'expression, c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu politique? Et là, on n'est plus vraiment uniquement sur les politiques publiques, mais sur des enjeux politiques plus importants. Et on voit bien ici, cette journée est une journée aussi de mobilisation finalement. On rassemble les acteurs, on les fait débattre entre eux et elles, et on essaie de trouver des points d'accord sur la situation, les solutions éventuelles, et ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut pouvoir plaider, etc. En tant qu'enjeu de politique publique, je pense que c'est plutôt un enjeu qui est à préciser. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, montrer que la tâche est complexe et qu'il faut donc préciser ce qui fait problème. C'est peut-être là où j'ai encore des demandes à faire aux acteurs et actrices concernés. Et en tant qu'enjeu politique, là, je pense que c'est plutôt quelque chose à mesurer. Je pense que là, la tâche, elle est extrêmement importante, que l'effort est très important à accomplir, et je crois qu'il faut en prendre vraiment la mesure. Alors, sur le premier point, sur la question donc, du problème pour les politiques publiques, je vais reprendre un peu ce que Emmanuel a rappelé ici. On voit ici des phénomènes de concentration capitalistique à l'œuvre, de grands groupes industriels et qui menacent finalement des PME. Et récemment, donc, je voyais dans le document que l'UFISC a publié, diffusé par la Fedelima sur les prochaines échéances électorales, je voyais qu'au fond, on parlait plutôt d'un écosystème culturel en général, donc dépassant les musiques, dans lequel, à 95%, on était constitué de TPE. De moins de 10 salariés. Et donc la question qui me paraît quand même à clarifier, c'est la relation entre ces mouvements capitalistiques concernant des grands groupes et des PME et ce qui se passe au niveau des TPE. Alors ce à quoi Sophie et Emmanuel ont déjà répondu, et Mathieu un peu également. Mais je pense qu'il y a des choses ici à préciser. Dans quelle mesure ces mouvements d'un échelon supérieur ont-ils des effets à un échelon inférieur, et surtout, pourquoi ça a un effet? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une relation alors que par nature et par ambition, on a affaire à des choses très, très différentes? Et il me semble qu'ici, en fond, il y a deux types de pistes que l'on voit apparaître. Une piste qui est celle de ce qu'on a un peu appelé tout à l'heure les interdépendances, c'est-à-dire des structures qui seraient finalement un peu entre les deux échelles, au fond, qui seraient un peu entre les deux, ce qu'on pourrait finalement reprendre de ce qui avait été dit à propos du cinéma et des films du milieu, donc les structures du milieu,
qui ferait la relation entre ces deux échelles. Et du coup, ça veut dire ici qu'il faudrait inventer des politiques publiques, d'abord mieux informées de cet univers-là, de ce niveau-là qui, pour l'instant, n'est pas très très bien précisé, et qui pourrait donc définir des types de politiques adaptées à ce niveau-là, parce que pour les très petits, on sait qu'on a affaire à des politiques de soutien direct ou indirect avec des flux financiers ou des structures mises en place, de l'accompagnement, etc. Pour les groupes, ce que Mano a rappelé, et puis tout à l'heure ce qu'on a dit à propos de l'autorité de la concurrence, on a des mesures de régulation, mais à un très haut niveau. Donc qu'est-ce que l'on fait ici? Quel type d'instrument d'action on peut définir pour cette intervention sur ce niveau intermédiaire, ce milieu? Et puis deuxième problème, alors qui est un problème que je vais qualifier d'hybridité, qui a longtemps été revendiqué pour les musiques actuelles, consistant à dire on n'est pas ici comme dans le secteur du théâtre, de la danse ou d'autres types de musique, un secteur complètement adossé aux administrations, au secteur public finalement, mais on est un secteur hybride qui à la fois a des missions d'intérêt général et revendique d'intervenir pour l'intérêt général, mais également a des logiques privées, commerciales. Et donc c'est cette hybridité qui peut expliquer qu'il y a une relation entre ces TPE et les logiques industrielles qu'on a évoquées. Mais d'où viennent ces relations, comment fonctionnent-elles? Alors à la fois je pense qu'il y a d'abord le besoin de ressources propres, qui font que du coup, à défaut d'être suffisamment financés par les pouvoirs publics, on recherche des activités qui ont la capacité à produire des ressources propres. Et là, on se met dans des relations avec d'autres types de partenaires qui ont des logiques privées plus clairement affichées. Et puis, c'est surtout dans ce domaine la centralité des activités de diffusion. Et c'est la diffusion qui rapporte des ressources propres. Or, on le sait bien, notamment dans les missions des scènes de musique actuelles, la diffusion n'est qu'une des missions confiées, il y en a bien d'autres ici. Mais les équipements, et souvent l'attente des pouvoirs publics et l'attente des publics, et puis ce qui est le plus dynamique, tourne autour de la diffusion. Et donc, est-ce que finalement, il n'y a pas ici aussi à réfléchir à ce type d'équilibre dans les missions et à envisager peut-être aussi d'autres ressources propres qui ne viendraient pas de la diffusion, ce qui peut conduire à imaginer des lieux dédiés à ces activités musicales dans lesquels on peut trouver d'autres types d'activités que la diffusion, notamment, on voit bien autour de la restauration et d'autres types de commerces éventuels qui seraient capables d'aboutir à des situations de financement, pas plus du côté du secteur public, parce qu'on l'a bien vu, c'est pas trop envisageable aujourd'hui, c'est pas la tendance, mais qui pourrait assurer une moins grande dépendance par rapport à l'activité de diffusion qui génère ces relations avec ces deux niveaux. Donc là, je crois qu'il y a une réflexion plus sur les lieux culturels, lieux de vie et leur modèle économique qui est à développer et qui pourrait conduire à rebattre un petit peu les cartes en la matière. Alors, sur le second point, donc la seconde dimension, la plus politique et moins de politique publique, je crois que quand on lit l'avis de l'autorité de la concurrence, on se dit, au fond, est-ce que la logique politique qu'on va définir ici, c'est d'assurer les conditions d'une concurrence libre et non faussée? Parce que c'est ça notre projet politique. Je ne suis pas sûr que ceux qui se sont investis et celles dans les musiques actuelles depuis très longtemps ont simplement comme objectif d'assurer les conditions d'une concurrence libre et non faussée. Et donc, il y a, à mon avis, un autre projet politique derrière tout cela, un projet qui n'est jamais clairement formulé aujourd'hui, et je pense qu'il faut peut-être mieux l'affirmer. Et surtout, ce qui rend la tâche difficile, c'est que c'est un projet qui est difficilement audible. Alors difficilement audible, notamment par les acteurs politiques. Et tout à l'heure, on l'a rappelé aussi, leur attention à l'événementiel, leur attention à l'inclusion de tous les publics, aux retombées économiques d'un territoire. Ça peut conduire à un certain nombre de confusions dans les ambitions de politique publique qui font qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui d'apporter des réponses à ces questions-là. On a parlé de la nouvelle gestion publique aussi, de toutes ces choses qui circulent dans leur mode de fonctionnement. Du côté des professionnels de la culture, on voit aussi des difficultés à
à prioriser, et on a parfois un sentiment qu'entre l'événementiel et le structurant, entre le soutien à la production artistique et le soutien à la participation des publics aux droits culturels, il y a des difficultés. Le soutien au service public d'un côté, le soutien plutôt à l'entrepreneuriat culturel et à son développement de l'autre. Il y a aussi des choses qu'on peut opposer, comme les logiques de filière qui sont très présentes et maintenant très instrumentalisées par les contrats de filière, et les logiques d'écosystème beaucoup plus transversales, horizontales, territoriales, etc. Et on a tout ça qui est un peu mélangé et qu'il faudrait un peu clarifier. Et je vois que Eric commence à s'agiter, donc je vais rapidement conclure. On l'a dit aussi, il y a deux catégories d'acteurs qui peuvent être interrogés. Alors on parle des publics, c'est une catégorie qui est très, très vaste et qui bien sûr n'a pas de comportement uniforme. Tout à l'heure, Sophie parlait aussi de la capacité de certains publics à être des publics consommateurs éclairés. Donc effectivement, on peut le voir, mais on peut aussi voir que, comme le disait Emmanuel, que beaucoup de spectateurs et spectatrices, finalement, ne sont pas tout à fait regardants sur tout ça et sont très nombreux dans les manifestations dont on peut contester de l'intérêt ou de la pertinence politique et de s'inquiéter de leurs effets. Donc il y a quelque chose ici, je pense qu'aujourd'hui, est-ce que la musique pour ces publics est encore un enjeu politique ? Est-ce que finalement ce n'est pas simplement un enjeu de sociabilité, de consommation, etc. Et quand on voit, et c'est là le contexte qui le rappelle, quand on voit les clivages politiques d'aujourd'hui, la droitisation des sociétés, notamment de la nôtre, l'ultraconservatisme et tout un ensemble de difficultés qui concernent la gauche de l'espace politique, à laquelle tout ce que l'on raconte ici sur les politiques publiques a longtemps été associé, on peut se dire qu'on a devant nous une tâche extrêmement complexe à résoudre. Et je ne parle pas des artistes, enfin Emmanuel aussi a évoqué le cas de certaines artistes qui peuvent être très sensibilisés, ce n'est pas le cas de tous dans leur ensemble. Voilà, alors j'ai bien conscience, pour terminer, qu'en appelant à des précisions sur le problème d'un côté, je risque de diviser les forces, puisque tout le monde n'aura pas la même vision des problèmes à traiter et des solutions à apporter. Et en parlant après des mobilisations nécessaires et d'efforts à faire, où là il faudrait par contre être très unis, très cohérents, très regroupés, je crée là un paradoxe considérable, et c'est pour ça que je disais que j'allais finir de façon un peu pessimiste. Oui, tu nous as bien mis le bourdon, merci. Dany, comment le fait que Vivendi et les autres soient maintenant extrêmement présents sur le territoire a modifié pour toi tes pratiques en termes de logique de programmation? Est-ce que ça les a modifiées vis-à-vis de la relation publique, pour la billetterie? En quoi ça a modifié ton univers de structure indépendante? Oui, de petites structures indépendantes. Oui, donc TPE. je vous remercie de m'avoir invité à participer. Là, je me sens un petit peu aussi en décalage quand même par rapport à plein de choses, parce que on fait partie des petites structures qui sont pas tant impactées que ça au quotidien sur notre fonctionnement. Par contre, vu qu'on est impliqué et qu'on a une éthique et des valeurs très fortes, on a encore plus envie de les défendre, ces valeurs-là, en fait. Et donc, défendre des valeurs tant en termes de diversité artistique, de continuer à favoriser l'émergence et la prise de risque, des valeurs qu'on a l'impression de ne pas retrouver partout ailleurs, et tant par l'accueil de création unique, d'accueil en résidence, de rencontres artistiques qu'on va faire se créer sur un festival entre des jeunes artistes du territoire et des artistes plus confirmés, des rencontres professionnelles qu'on va mettre en place, de l'accompagnement artistique. Et c'est vrai que tout ça avec aussi une solidarité et un travail en réseau avec les partenaires du territoire. On se concerte avec les autres festivals du territoire quand ils sont proches en termes de temporalité, mais aussi avec les salles, soit pour pas se marcher sur les pieds, soit si elles sont un peu plus éloignées, comme tu disais Sophie tout à l'heure, sur des partages de programmation et de l'organisation de tournées. Ensuite, on travaille beaucoup auprès des publics.
On a une vraie proximité avec eux de par notre petite forme et par aussi le fait que le festival soit incarné par son équipe et par ses bénévoles qui se sont vraiment appropriés l'événement. Donc on a cette proximité et qui est aussi favorisée sur le festival avec cette taille humaine qu'on a le festival. Nous, le festival, il accueille 6 à 7 000 personnes sur 5 jours, donc c'est vraiment petite forme. Ce sera peut-être un petit peu plus cet été puisqu'on a décalé au mois d'août et donc on sera en extérieur, mais on ne sait pas parce que ce public du mois d'août, on l'a jamais travaillé et on se retrouve effectivement confronté à tous ces festivals d'été qui n'étaient pas d'habitude en même temps que nous. Donc ça change aussi la donne et on est dans le total inconnu sur comment ça va se passer. Et donc cette taille humaine, je disais, le public va rencontrer sur notre festival les artistes, les bénévoles, l'organisation, et il va y avoir des liens aussi qui se créent à cet endroit-là. Et je crois que le public vient aussi chercher ça en venant au Printival ou sur une petite structure comme ça. D'ailleurs, il vient aussi chercher la qualité artistique et la découverte, puisque désormais, ça fait quelques années qu'on vend tous les passes qu'on met en vente sans connaître la programmation. Ça, c'est tout nouveau et c'est un vrai gage de confiance. Donc, on vient chercher des découvertes artistiques, mais aussi une ambiance de festival et une proximité. Et effectivement, dans le travail des publics, on cherche aussi à rendre le public responsable et conscient de ses choix. Et quand il vient sur notre festival ou sur ces petits festivals ou dans des petites salles, il vient aussi à un endroit où il soutient les valeurs de cet endroit où il vient. Ensuite, on a un travail tout au long de l'année sur le territoire, avec déjà un fonctionnement associatif très marqué. C'est pas un bureau fictif de l'association, c'est vraiment un bureau qui est impliqué dans les décisions et dans le suivi au quotidien, avec un CA aussi qui est impliqué. On a des bénévoles avec qui on crée le lien tout au long de l'année, tant sur des invitations, on le fait participer à des commissions vie associative, développement durable, communication, donc on les implique tout au long de l'année, on fait des soirées pour eux. Et les bénévoles se retrouvent entre eux aussi tout au long de l'année. On accueille beaucoup de services civiques, de stages divers et variés. On est en lien avec la mission locale d'insertion et toutes les actions culturelles aussi auprès des EHPAD, des écoles, de la MLI, des prisons, des centres sociaux, etc. Donc ce lien social sur le territoire, on le fait aussi tout au long de l'année. De même que des partenariats avec des associations et structures locales et culturelles et non culturelles, comme on peut avoir avec des centres de réinsertion, une ressourcerie, le libraire ou le disquaire de quartier, des structures de l'ESF. Donc tout ce maillage du territoire tout au long de l'année apporte une spécificité de ces petites structures indépendantes. On est aussi dans une non-lucrativité. Et tout ce qu'on développe en termes d'éco-responsabilité, de prévention des risques, d'égalité hommes-femmes, etc. Tout ce travail qu'on met en place tout au long de l'année. Donc je pense qu'on correspond vraiment à un besoin du territoire et ça c'est important de se le dire. On a une utilité sur le territoire et une spécificité. Et les artistes aussi viennent chercher ça parce que souvent on arrive à avoir des artistes par exemple qui sont parrains du festival et qui ont une notoriété au-delà de ce qu'on pourrait acheter ce spectacle-là. Mais eux, ils ont envie de venir et de défendre aussi nos valeurs, en fait, tout simplement. Donc, les problèmes qui sont amenés pour nous au niveau de la concentration, c'est plus en termes déjà de gros producteurs qui ne nous répondent pas des fois. Et effectivement, quand on veut accéder à ces artistes auxquels on ne peut pas accéder normalement, il va falloir qu'on trouve le moyen de leur parler directement de nos valeurs parce que les producteurs ne transmettent pas forcément. On est aussi sur, nous on le voit, on trouve qu'il y a une perte de diversité et d'uniformisation des programmations, en particulier sur des festivals d'été. Et ce qui nous inquiète aussi pas mal, c'est par rapport au financement public, puisque on a quand même la crainte avec la situation actuelle que peut-être pas en 2022, mais dans les temps à venir, il y a une diminution des financements publics. Et il y a quand même des financements publics
fléchés sur le budget culture, qui sont alloués à des festivals dirigés par des groupes qui versent des dividendes à leurs actionnaires, et qui, pour nous, devraient être fléchés plus sur l'économie, le tourisme, la communication, et pas sur un budget culture qui fait que nous, on est impacté aussi sur les subventions culturelles qui nous sont allouées. Donc ça, c'est vrai, c'est un vrai questionnement qu'on a, et aussi une exigence de par les institutions pour qu'on justement soit attentif et qu'on développe des actions de médiation culturelle, de développement durable, des partenariats, favoriser les artistes locaux, régionaux, tout ça, toutes ces demandes qui ne sont pas demandées sur des subventions allouées à d'autres festivals qui appartiennent à ces groupes-là. Juste pour finir, je suis aussi invitée, j'ai oublié de le dire dans la présentation, en tant que membre du syndicat des musiques actuelles, et donc c'est des problématiques qui sont réfléchies auprès du SMA, et effectivement il y a une grosse réflexion sur la sensibilisation, comment plus sensibiliser le public, mais aussi les artistes qui signent chez Live Nation ou dans ces groupes-là, pour qu'ils soient vraiment conscients de là où ils s'engagent, et que ce soit un vrai choix, parce qu'effectivement, certains publics peuvent très bien décider d'aller voir un tel gros artiste international qui passe sur un de ces festivals, et parce qu'il en a toujours rêvé, parce qu'il en est fan, mais qu'il le fasse en connaissance de cause, juste ça. Et puis voilà, en termes de mécénat aussi, ça pose une problématique, et de partenariat, parce que souvent, nous, en petit événement, on a du mal à solliciter ces partenaires qui ont besoin de plus de visibilité et qui l'ont sur ces événements-là. Merci Dany. Ce que tu dis est important, parce que c'est vrai que ce que tu fais et ce que de nombreux acteurs font, c'est-à-dire tout ce travail d'action territoriale, de l'aide à l'émergence, de contribution à la diversité artistique, tout ce travail que vous menez tout au long de l'année, a priori, ce n'est pas complètement la logique de ces groupes. En fait, la question que je me pose en vous écoutant les uns et les autres, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, Sophie, vous êtes obligé de vous adapter face à cette nouvelle situation. J'ai l'impression que c'est le mot d'ordre des uns et des autres, cette nécessité de s'adapter, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que eux s'adaptent ? C'est-à-dire que est-ce que eux doivent... tu disais aussi, Sophie, que effectivement, c'est plus simple pour toi de travailler avec AEG qu'avec Vivendi, et donc tu t'adaptes vis-à-vis des intérêts des uns et des autres. Mais est-ce que eux se disent, on veut s'implanter sur un territoire, donc on va s'adapter, on va essayer en gros d'avoir une stratégie la plus douce possible au départ. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce type d'adaptation de leur part aussi ? Et ensuite, on donnera la parole au public, et il y a déjà des questions aussi. Oui. Alors oui, moi j'ai trouvé que effectivement les groupes avec qui je suis en relation ont aussi ce souci de s'adapter. En tout cas, sur un plan vraiment quotidien et terre à terre, moi c'est des gens avec qui je suis en discussion hebdomadaire, et c'est-à-dire que s'ils ont un projet dans la région, en tout cas les premières années où ils ont émergé, on en parlait systématiquement. Maintenant, ils ont aussi adapté leur propre fonctionnement, leur propre structuration. Donc maintenant, je suis moins au fait des projets qui sont en gestation dans certains de ces groupes, mais globalement, c'est vraiment des discussions qu'on a eues, ou des recherches de collaboration qu'on a eues au début de ce phénomène de concentration. Après, ce qui n'est pas facile, c'est de développer nos intérêts communs. C'est là où on se heurte un peu, c'est-à-dire que moi, je ne dis pas que
ce que fait Dany est bien et ce que fait un gros festival est mal, ou ce que moi je fais c'est bien et ce que fait Gargoyle Rock c'est mal. Pas du tout. Je pense que tout le monde a le droit, et tous les publics ont le droit de voir les artistes qu'ils ont envie de voir, et puis tous les organisateurs, tous les gens qui ont des velléités d'organiser, de fédérer, ont le droit de développer le concept qu'ils ont envie de développer. Après, ce qui n'est pas facile, c'est que l'échiquier bouge en permanence, en fait. Donc moi, je suis indépendante. Je n'en souffre pas, mais je ne le revendique pas à tous les bouts de champ. C'est un fait. Je suis indépendante. Je suis indépendante parce que mon entreprise n'a jamais fait savoir qu'elle voulait se vendre à quiconque. Et on n'est pas vendeur. Donc tous les gens qui ont été achetés étaient vendeurs, hein. Donc je suis indépendante par la force des choses. J'aime ce statut parce que derrière l'indépendance, il y a beaucoup de liberté. C'est vrai que moi, j'aurais beaucoup de mal à travailler dans les groupes tels qu'ils se sont constitués, parce qu'il y a une forme d'organisation, de structuration qui ne me correspondrait pas du tout. On se rapproche des grosses entreprises, de quelque chose avec beaucoup de process, beaucoup d'organisation. Donc j'aime mon statut d'indépendant. Et je voudrais qu'en tant qu'indépendante, je voudrais pouvoir continuer à faire le métier tel que j'ai envie de le faire, c'est-à-dire pas forcément m'inscrire dans une niche, pas me faire pousser sur un coin et en disant toi occupe-toi des événements de niche parce que tu n'as plus de place sur les événements plus mainstream. Donc c'est vrai que mon combat quotidien, c'est de continuer à m'inscrire dans ces événements populaires qui m'intéressent. Donc ma parade, c'est de développer des collaborations. Alors, la collaboration avec Arpège et Trémolo en est une et très vertueuse. La collaboration avec le Bikini depuis 20 ans, avec qui on coproduit tous les concerts, et c'est un exemple unique en France où une salle et un producteur coproduisent tout, en est un exemple. Mais je collabore aussi avec un réseau de festivals qui est en partie financé par la Spedidam, qui s'appelle le réseau Spedidam, où je fais pas mal de programmation, en est un exemple. Et c'est vrai que toutes ces collaborations qui sont là, pour celles que j'ai citées, plutôt entre indépendants, auraient pu être aussi des collaborations avec des groupes, parce qu'il s'est agi à des moments de coproduire des événements avec tel ou tel groupe. Après, c'est pas facile de s'accorder sur le même discours. Il y a un fort désir de faire pour un objectif et dans une direction. Si on ne le trouve pas ensemble, c'est difficile de s'inscrire sur le même événement. Moi j'essaie de rester, pour moi la solution que j'ai trouvée, c'est les collaborations de tout type, et aussi parce que ces collaborations nous donnent, en tant que petite entreprise nationale, grosse entreprise locale mais petite entreprise nationale, ça nous donne le poids suffisant pour exister et pour proposer aux gros acteurs une palette de programmation, une palette de lieux où venir se produire et proposer leurs artistes. Et aussi ce phénomène de collaboration, je l'ai aussi développé parce qu'en général, dans mes collaborateurs, je trouve la même envie que nous avons, nous, à Bleu Citron. Mon associé Samuel développe les tournées, la production d'artistes. Il fait beaucoup de développement d'artistes, sur 4 ans, 5 ans avant qu'un groupe émerge. Nous, on a décidé quand même de garder l'artistique au centre du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la question en quoi ce phénomène a modifié la pratique professionnelle, je dirais que j'ai fait en sorte que sur les programmations, ça ne modifie rien, parce que je ne voudrais pas qu'on raisonne en fonction de qui est le producteur et pas de qui est l'artiste. Pour moi, ça me paraît important qu'on garde ça au cœur du sujet. Je programme tel artiste parce qu'il est bon, parce qu'il correspond à l'esthétique de mon festival, parce qu'il fait des shows scéniques super, parce qu'il est dans un creux de carrière et qu'on sait qu'il va durer, qu'il doit durer et qu'il faut l'aider à ce moment-là. Donc ça, tant que moi, en tant qu'indépendant, j'ai la liberté de continuer à raisonner comme ça, c'est vraiment très très important. Et là-dessus, je dois dire qu'avec mes interlocuteurs parisiens, qui soient indépendants ou des groupes, c'est un discours que je peux vraiment tenir. Dans chaque entreprise de Fimalac, l'artiste reste au cœur du dispositif. Je pense que pour Vivendi, les artistes sont très très importants. Les artistes sont au cœur du dispositif dans la mesure où ils sont vecteurs de spectacles en salle, et Vivendi a beaucoup de salles, de billetterie, et ils ont de la billetterie, de contenu média, et ils ont beaucoup de médias,
de festivals, et ils ont beaucoup de festivals, donc il y a quand même ce corollaire autour de l'artiste qui pour moi est très important. Je ne voudrais pas à un moment que nos festivals soient obligés de programmer toujours les mêmes artistes parce qu'ils n'ont pas accès aux autres ou parce qu'eux-mêmes décident de ne pas programmer ces artistes-là parce qu'ils appartiennent à telle ou telle chapelle. Et ça va dans les deux sens. Il faudrait qu'on garde l'accès à ces artistes et il faut que nous ayons à cœur la diversité, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a une question dans le public? On peut passer directement à la deuxième question, parce que la première est toujours un peu délicate. Non, donc on va passer, si vous aviez des compléments à faire à ce qu'a dit Sophie. Il y a Karim Gersh de Regard, qui est maintenant, me semble-t-il, président du GEOPEP, qui nous dit deux défis importants sont devant nous. Comment accélérer les logistiques collaboratives au détriment d'une logique concurrentielle à travers des scopes, la priorisation des circuits courts, etc. Et le deuxième défi, c'est comment refonder les politiques culturelles régionales pour que ces dernières favorisent moins les grands groupes nationaux et internationaux et prennent mieux en compte une économie résiliente et locale. Vaste question, cher Karim. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? On avait un élu sur Zoom, je ne sais pas s'il est encore là, non, il n'est plus là. Sur ces questions-là qui sont vastes, hein, vous pouvez évidemment prendre la parole si vous le souhaitez. Moi, je vais essayer de répondre un peu à cette question, puisqu'elle touche à la production des politiques publiques. Tout à l'heure, donc je l'ai dit rapidement, il y a un outil, un instrument d'action qui a été bien mis en œuvre au niveau régional, accompagné par le ministère, que sont les contrats de filière. Adapté aux musiques actuelles et puis maintenant qui se développe dans d'autres champs de production, d'industrie culturelle, donc le livre en l'occurrence. Mais il me semble qu'il y a d'autres outils qui sont pas aussi investis ou un peu désinvestis et qui pourraient répondre à ces questions. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été bien pensés? Est-ce qu'ils n'ont pas été bien portés? Je pense notamment au Solima, donc les schémas d'orientation des lieux de musique actuels, qui avait cette ambition en fait depuis très longtemps et qui traduisait une perspective territoriale, donc écosystémique dans la construction collective de politiques publiques en faveur des musiques actuelles à des échelles qui pouvaient être variables. Je ne sais pas où ils en sont, je ne sais pas s'ils sont vraiment très, très investis et s'ils sont des priorités, mais j'ai le sentiment quand même que les contrats de filière, alors qui ont une dimension régionale aussi, hein, il ne faut pas non plus tout à fait les opposer terme à terme, ont pris quand même beaucoup l'ascendant, alors que les questions que l'on pose, en tout cas les questions qui étaient posées par l'intervenante ici, relèvent plus à mon avis de Solima, ou alors peut-être de l'invention de nouveaux outils pour reprendre des dada qu'on partage avec Emmanuel Négrier, les projets culturels de territoire. Enfin, c'est cette logique-là de co-construction de politique à l'échelle d'un territoire. Ça peut fonctionner pour répondre à ces questions. Mais, encore une fois, il faut que à la fois les milieux culturels soient bien sûr mobilisés, et tous, mais aussi toutes les parties prenantes des projets de territoire, pas seulement culturels, donc dans le social, dans l'éducatif, dans le développement territorial dans son ensemble, et puis qu'en face, il y ait des interlocuteurs politiques qui soient vraiment aussi sensibilisés à ça et pour qui ça correspond vraiment à une priorité d'action. Et donc là, c'est un autre problème sur lequel donc j'ai un peu voulu insister, parce que le contexte politique aujourd'hui peut faire que par endroits ça existe, mais on est loin d'avoir cette situation partout. Et l'évolution tendancielle ne me semble pas favorable pour l'instant. Donc là, il y a une vraie question qui ne peut pas se résoudre que par un débat sectoriel. C'est un débat politique beaucoup plus général. Oui, Emmanuel. Oui, moi j'aime bien quand Philippe est optimiste, ce qu'il vient de montrer là. Alors, pour répondre à la question de Karim Gersh, j'ai déjà un tout petit peu répondu tout à l'heure en disant qu'il sait que, mais on t'a pas bien compris. Que les pratiques de coopération ont été croissantes, même si elles sont inégales.
Quand on se pose la question de savoir comment les politiques publiques peuvent agir dans ce domaine-là, il faut peut-être regarder ce qui se passe du côté des grands groupes et du côté des phénomènes qui existent autour des artistes. Et quand on regarde autour des artistes les deux professions qui ont explosé ces dernières années, c'est évidemment tout ce qui concerne les professions autour de la dématérialisation, du numérique, etc. Et la deuxième profession, c'est les juristes. Et ça, c'est très important, parce que je pense que quand on affronte un problème de relation avec un interlocuteur, il faut aussi avoir la connaissance de ses armes pour pouvoir lutter à armes égales, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein, on parle de rapport de force. Oui, c'est ça. Mais oui, il y a un vrai rapport de force, voilà. Mais on ne lutte pas à armes égales. Alors, l'un des éléments, l'un des instruments de politique publique qu'on pourrait imaginer, ce serait effectivement la mutualisation de services juridiques de manière à entourer les stratégies de coopération d'une certaine forme de sécurité. Parce que ces grands groupes peuvent aussi s'engouffrer dans les logiques de subvention qu'ils pourraient attaquer demain au nom de la libre concurrence et non faussée, dans des conditions qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, parce qu'en situation d'expansion, ils ont les yeux doux. Ils ont les yeux doux, mais les mains fermes. Et donc, il faut, je pense, faire très attention à ça. Alors, après, il y a un dilemme qui se pose, qui est celui de savoir sur quoi on coopère, première question, et est-ce qu'on peut coopérer sur tout? Et comme disait Pierre Desproges, on peut coopérer sur tout, mais pas avec n'importe qui. Donc ça, c'est la première option. Donc, il faut coopérer entre nous, sur tout, mais pas avec les groupes. Ça, c'est la première option. C'est l'option radicale, avec le risque d'avoir à la fin les mains libres, mais plus de mains. Et la deuxième option, c'est au contraire de coopérer, et ça c'est plutôt la tienne, et je la trouve intéressante aussi, qui consiste à rechercher des voies de coopération avec ces groupes, mais non pas selon leur logique, mais selon la logique que l'on privilégie en termes d'action publique. Donc une politique régionale, ça n'est pas forcément une politique qui considère en bloc que les grands groupes n'ont pas voix au chapitre, n'ont pas accès à l'action publique. Ça peut être aussi une politique publique, mais là je le présente, hein, je ne prends pas parti, mais ça peut être aussi une politique publique qui précisément intègre ces grands groupes dans des stratégies coopératives d'intérêt général. Je crois qu'on peut quand même faire aussi la différence entre grands groupes et grands groupes. Il y en a avec qui on peut avoir des échanges et partager certaines choses. Ce qui est quand même pas acceptable, c'est la pression, c'est le côté un peu menaçant et le côté un peu, mais si tu programmes pas cet artiste ou c'est moi qui vais le programmer, sinon toi tu dégages, on s'en fout. Enfin, je crois qu'il y a quand même des choses qui sont vécues au quotidien que moi tout à l'heure je parlais petite structure que je suis, je ne vis pas, mais que quand même pas mal de structures vivent. Et Sophie, toi, ta structure est quand même aussi assez importante pour pouvoir avoir un dialogue avec ces gens-là. Je crois qu'il y a pas mal de structures qui seront entre la tienne et la mienne qui ne peuvent pas avoir de dialogue avec ces gens-là et qui subissent uniquement les conséquences de leur présence. Ouais, et d'ailleurs, ça se posait déjà. Nous, on a travaillé quand même longtemps avec le festival Alors Chante, qui n'existe plus maintenant, pour ces mêmes logiques, c'est-à-dire c'était un festival de chansons qui était vraiment de niche, et quand c'est devenu un festival plus populaire, etc., on a travaillé ensemble sur la programmation. C'est ce qui s'est passé avec Post Guitare, c'est ce qu'on fait aussi de façon tout à fait amicale et officieuse avec Cognac, Gignac, et pas que des festivals à Hack d'ailleurs, avec le Free Music, etc. C'est-à-dire qu'on se parle beaucoup et on s'aide, notamment, je sais que moi qui parle avec les producteurs à longueur d'année, des fois pour moi c'est plus facile de dire mais il faudrait répondre à ce festival, pourquoi tu n'envoies pas tes artistes? Et de la même manière, en fait, un producteur il est quand même aussi content qu'on lui donne des garanties sur un festival qu'il ne connaissait pas,
dont il se faisait une vague idée, et en lui disant c'est un beau projet, et puis tu vas pas te faire planter, et puis ça va bien se passer, etc. Donc c'est vrai que nous on l'a toujours fait avant, ou avec ou sans concentration, on a quand même toujours eu un peu ce travail avec des acteurs locaux, voilà. Mais je pense qu'il faut, moi j'y crois beaucoup en fait. Moi je le fais pas mal, ce travail de passerelle, et je trouve que c'est pas inintéressant, c'est intéressant pour tout le monde, quoi. Voilà. Merci Sophie. Puisque la région a été interpellée, donnons la parole à la région et à François Figuet. Oui, bonjour, je suis François Figuet, je suis chargé de mission donc, à la région Occitanie, et j'ai travaillé aussi, j'ai fait des études sur les concentrations. Une chose qui n'a peut-être pas été abordée et que je voudrais aborder là un instant, c'est sur le plan international ce qui se passe et le danger que ces concentrations soient de plus en plus puissantes et de plus en plus fortes grâce aux accords de libre-échange qui sont actuellement en cours de ratification. Je voudrais préciser précisément sur le CETA, cet fameux accord entre l'Europe et le Canada, qui pour l'instant n'est pas encore ratifié, mais pour l'instant est en attente. Mais s'il est ratifié, c'est un danger majeur pour la culture. Pourquoi ? D'abord, ce n'est pas un danger majeur pour toute la culture. C'est un danger majeur particulièrement pour le spectacle vivant, mais pas pour l'audiovisuel, par exemple, parce qu'il est exclu de cet accord. Deuxièmement, il va permettre aux multinationales américaines, je dis bien américaines, c'est-à-dire AEG, Live Nation & Co., de pouvoir, via leurs filières présentes ou futures qui sont au Canada, puisque les relations entre Canada et Amérique sont très importantes, de pouvoir attaquer les normes européennes si jamais elles leur déplaisent et si elles sont défavorables à leurs intérêts. C'est-à-dire que toute norme nouvelle européenne pourra être, si l'accord est signé, pour être attaqué parce que s'ils perdent de l'argent, ce qui est les normes, c'est aussi fait pour maintenir des équilibres, eh bien, ils vont demander des dédommagements. Et l'autre danger du CETA, qui est tout aussi important et pas encore suffisamment connu peut-être, c'est les normes. Les normes, puisque ces accords permettent, grâce à la coopération réglementaire, de permettre aux multinationales de participer à la rédaction des normes. Pas bien sûr à la décision finale, mais à participer à la rédaction de ces normes. Donc l'autre danger majeur, c'est les normes. Ensuite, je voulais juste parler de façon de pistes, puisqu'il s'agit de la question des pistes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible de faire. Bien sûr, c'est une liste qui n'est absolument pas indicative, qui n'est juste, qui indique quelques pistes. Bien sûr, c'est la question des financements des grandes structures indépendantes et notamment de l'État. Deuxièmement, c'est la question de la structuration. Comment peut-être mieux structurer la billetterie si on parle de ce sujet. La question du travail de veille, mais c'est ce que tout le monde fait ici. La modification de la parafiscalité qui peut être à développer plus favorable aux PME. Bien sûr, le soutien aux alternatives sociales et solidaires. Et une autre question qui est quand même en cours, parce qu'on voit une évolution sur les DSP, les délégations de services publics. Je pense au Zénith, Arena, etc. On voit maintenant, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Nantes, etc., des multinationales qui postulent sur ces DSP pour prendre le contrôle pendant 10 ans, puisque c'est renouvelable. Et il y a quand même un vrai danger là-dessus. Juste peut-être, je t'arrête sur cette question. Oui. Ça voudrait dire que, évidemment, les pouvoirs publics modifient les cahiers des charges pour. Quand tu dis solution. C'est permettre des évolutions, c'est pas simple, mais effectivement, dans la rédaction des DSP, parce qu'il y a de nombreuses contraintes qui sont de façon à les rendre plus accessibles aux PME et évidemment pas aux multinationales. Et là, il y a un vrai sujet, parce que c'est une menace permanente. Les Zéniths, évidemment, en matière de diffusion, c'est très puissant. Et effectivement, là, il y a une vraie réflexion à mener. L'information suivante, elle est toute bête. L'information du public. Exemple, j'étais il y a 2 ans à Gare au Roc, je n'ai pas vu une seule affiche de Vivendi. Il y a aussi cette question. Et de façon beaucoup plus générale encore, excusez-moi de le poser comme ça, c'est que, par exemple, si on prend les accords de libre-échange, ce n'est pas simplement la culture, c'est tout petit. La culture, c'est minuscule dans cet accord, quasiment inexistant. C'est surtout la question globale de cette évolution et de cette remise en cause de ces accords qui s'appellent libre-échange, mais qui sont tout sauf libres. Et là, effectivement, il y a un vrai sujet. Voilà. Et puis, la question dernière, qui est quand même une menace aussi
plus générale, c'est la question de la transparence des affaires. Il y a une directive européenne en 2016 qui a voté le secret des affaires, et la question de la transparence, elle, pourra se poser dans les années qui arrivent. Mais vous, en tant que région, quel type d'outils vous apportez pour justement soutenir le secteur qui peut être mis en danger Par rapport aux accords, vous dire... Non, pas, je veux dire, quels sont les outils possibles pour une collectivité publique comme la région pour justement faire en sorte que les structures dont on parlait, qui font un vrai travail d'intérêt général, puissent être soutenues et faire face à ce potentiel danger. Oui, on peut répondre. Bien sûr qu'il y a partie des financements. D'ailleurs, la région finance de très nombreux festivals, puisqu'on finance à peu près 160 festivals Mais la question, bien sûr, si on prend des concentrations des grosses structures, elle dépasse le cadre d'un seul financier. C'est l'ensemble des partenaires, et peut-être qu'il faudra plus de coopération avec que ce soit département, État, etc., pour arriver à mieux poser les problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole dans la salle ou sur le net? Non, il y a alors sur le net Karim Gersh à nouveau qui nous dit « Il serait important de souligner que la concentration n'est pas propre aux groupes internationaux. On retrouve ce comportement autant auprès des grandes institutions qui centralisent l'essentiel des subventions publiques, autant que de PME qui profitent de leurs économies d'échelle pour dresser des barrières à l'entrée souvent infranchissables pour les producteurs les plus petits. » Ça suscite une réaction? Non, pas spécialement. Celle-là, je crois que c'était pour moi. C'est possible, Sophie. Mais justement, c'est intéressant c'est intéressant. En tous les cas, c'est vrai que Bleu Citron était considéré aujourd'hui, on me fait des signes... Ah non, donc Karim ne te visait pas. Mais en tous les cas, Bleu Citron fait figure un peu de dinosaure avec tous les guillemets sur la place, avec le travail que vous faites depuis maintenant une vingtaine d'années. Et en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. On est toujours le plus gros d'un autre, mais c'est une situation qui est... Faut-il être un grand chez les petits ou un petit chez les grands, on ne sait pas. Mais en tout cas, oui, c'est le cas. Alors, je pense que c'était plus flagrant. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était beaucoup plus flagrant notre place un peu bizarre. Je sais que les festivals associatifs étaient vraiment en défiance, que sur le plan national, on était quand même des tout petits acteurs. Maintenant, je trouve que les rôles sont répartis un peu différemment et que on est mieux assimilé comme acteur local que ce qu'on l'était avant. Voilà. Après, oui, nous, on est très combatifs sur le territoire pour exister, vraiment très combatifs pour différentes raisons. D'abord, notre activité elle s'est développée autour de plusieurs casquettes, la production locale, la production d'artistes et les festivals. Et aucune ne serait viable aucune de ces activités ne serait viable sans les autres. Voilà, c'est notre structuration, elle est comme ça, mais on retrouve cette structuration chez beaucoup d'indépendants nationaux. Beaucoup de nos équivalents, je veux citer par exemple Radical à Angers, qui est l'agent de groupes comme Placebo, Arcade Fire, etc., sont aussi promoteurs locaux à Angers et aussi partie prenante dans des festivals. Et on retrouve ça chez beaucoup d'acteurs nationaux parce que, en fait, c'est très difficile de survivre sans être diversifié, en tout cas en région. Donc voilà, on s'est construit comme ça, et du coup avec toutes les concurrences que ça génère autour, puisque dans chaque activité, on a autant de concurrents. C'est aussi la structure, vous posiez une question sur le Prodis, nous on est adhérents au Prodis, c'est aussi la structure de notre syndicat, c'est-à-dire que notre syndicat réunit des professions intrinsèquement concurrentielles. Les salles,
les producteurs, les festivals et aussi les promoteurs locaux, les diffuseurs. Donc à l'intérieur du syndicat même, il y a autant d'intérêts communs que de concurrence. Mais pour autant, nos boîtes et nos métiers sont construits comme ça. Donc c'est aussi pour ça que vous me posiez une question sur l'intervention du Prodis face à la logique de concentration. C'est-à-dire que la structure même du festival, du syndicat, fait qu'on était déjà depuis longtemps dans une logique où les intérêts commerciaux et individuels de chaque structure n'avaient pas le droit de citer, parce que sinon, alors le Prodis se mêlerait de pourquoi les salles ne font telle condition, tel producteur et pas tel autre, pourquoi tout ça. Donc dans ce débat sur la concentration, du simple fait que tous les adhérents sont concernés, soit parce qu'ils appartiennent à un groupe, au Prodis, on retrouve Fimalac, Vivendi, on retrouve tout le monde. Donc soit le syndicat se mêle de ça et du coup forme des refus d'adhésion, etc. Soit il ne s'en mêle pas, il ne rentre pas dans notre logique commerciale, et c'est ce que fait ce syndicat, c'est-à-dire qu'il a décidé de représenter l'ensemble des professions du secteur des musiques. Voilà, donc j'en parle parce que vous le mentionniez dans une des questions. Et après, nous, en ce qui nous concerne, avec nos multicasquettes, eh bien, autant c'est un peu notre... alors, de multicasquettes, finalement, on est passé à une dénomination de boîte à outils. Nous, on se qualifie nous-mêmes de boîte à outils. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un vient nous voir parce qu'il a un projet ou parce qu'il veut faire évoluer son projet, etc., on a vraiment développé cette image d'accord, qu'est-ce qu'il vous faut comme outil? La billetterie, la régie générale, de ceci, de cela. Et souvent, on rentre dans les projets par ce biais-là. Et c'est rare que ce soit nous qui... on fait ce qu'on nous demande, on se trouve pas, et puis ça s'inscrit dans le temps ou ça ne s'y inscrit pas. Mais on rentre plutôt dans les projets par de la technicité, ce qui est différent de ce que peut faire aussi un groupe qui va rentrer par de la prise de participation, du capital, etc. Et d'ailleurs, récemment, on s'est posé la question de savoir si on était un groupe au sens où on le définissait là, enfin au sens économique du terme, parce qu'on a créé des filiales. On a créé une filiale à Bordeaux, un mini Bleu Citron à Bordeaux. On s'est associé avec un producteur d'humour à Toulouse qui s'appelle La Prod. Et en fait, on a même posé cette question sur un plan strictement juridique à un avocat en disant « oui, nous, on a un groupe ». Et en fait, il nous a dit, non, vous n'avez pas un groupe, parce que si vous aviez un groupe, vous seriez majoritaire dans les structures dans lesquelles vous êtes investi. Or, vous êtes minoritaire partout. Donc ça, c'est pas un groupe, c'est un partenariat, ça s'appelle. Voilà, ça s'appelle du partenariat économique. On a dit, ah bon, d'accord, donc on est des partenaires. Et finalement, ça nous a beaucoup mieux correspondu que la logique de groupe, et ça correspond mieux aux individualités qu'on a envie de développer sur le territoire, que ce soit à Bordeaux, ou que ce soit dans l'humour, ou que ce soit avec d'autres... voilà, là on est rentré dans un festival à Guéret, on est plusieurs producteurs auprès d'une association, on est typiquement dans cette logique de partenariat de la même façon. Et pourquoi Guéret? Parce que personne va à Guéret en fait. On va à Guéret parce que personne va à Guéret. Non mais c'est vrai, aucun gros acteur ne va à Guéret, personne va à Guéret. Pourtant, il y a une logique de territoire qui est intéressante, il y a un regroupement d'énergie qui est intéressant. Le projet initial tel qu'il a été mené en 2019 est vachement bien, le projet artistique. Donc oui, on va à Guéret. Et puis on est partenaire à Guéret. Merci Sophie, personne n'est de Guéret ici. Donc, on peut continuer à dire du mal. Moi, c'est à 4 heures de tout, vraiment de tout. Et personne, très peu de gens connaissent Guéret. Pourtant, plein de gens sont allés à ce festival parce qu'il était vachement bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non. Au standard, on me dit non. Moi, j'aimerais revenir sur la question du public, justement. Moi, j'ai l'impression que le public, excusez-moi l'expression, mais il s'en tamponne complètement de savoir qui est derrière la machine. Je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement le sensibiliser. Je sais que, pour prendre un exemple que je connais bien, qui est l'exemple du livre, ça fait maintenant une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, que les libraires et les éditeurs se mobilisent
contre la politique de dumping, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Amazon, avec les résultats que l'on sait aujourd'hui. Et en fait, ça n'a pas vraiment fonctionné. Quand le public achète en masse, malheureusement, ses livres sur Amazon. Il y a eu, le seul effet qu'il y a eu, c'est la crise du Covid. Parce que la crise de Covid, le public s'est dit, les consommateurs, là en l'occurrence, se sont dit, effectivement, la librairie me manque, et ce rapport relationnel et ce rapport de conseil du libraire me manque. Là, j'ai l'impression que dans le domaine de la musique, c'est pareil. Ce qu'on veut, c'est aller voir un concert, c'est profiter de ce moment de vie important du festival ou de la salle. Après, qui est derrière, qui est en cuisine, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse vraiment. Alors donc plusieurs, Dany puis Emmanuel. Juste, moi je pense que c'est quand même un travail de longue haleine, et comme je suis une grande optimiste, j'y crois. Comme j'y crois, effectivement, la crise du Covid a favorisé les commerces de proximité, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience par certaines personnes, évidemment, il y en a toujours qui s'en foutront, mais je pense qu'on peut développer ça comme le travail de territoire et d'aller chercher du public sur de la découverte est un travail de longue haleine. Ben effectivement, d'expliquer au public où il va et qu'est-ce que ça représente, je pense que c'est aussi un travail de longue haleine, mais qui est nécessaire. Merci. Il y avait Emmanuel. Alors, c'est une question redoutable, parce que la question est de savoir de quoi on parle, le public. Quand on regarde son mode de consommation, effectivement, on peut avoir une impression. Quand on regarde ses comportements, on peut en avoir une autre. Alors, si on prend les Eurocaines de Belfort, où on a fait une série d'enquêtes, on en a fait 3 de suite, la dernière fois qu'on y a été, c'était en 2017. Et en 2017, ils n'ont jamais vu le camping se vider le vendredi matin comme ça. Jeudi soir, ça commence. Le vendredi matin, le camping vide. Évidemment, le soir même, il était à nouveau plein. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il s'était passé qu'il y avait beaucoup de nouveaux festivaliers qui étaient venus uniquement pour voir PNL. Pourquoi tu viens ? PNL. Booba, de temps en temps, mais PNL surtout. Bon. Première information. Donc là, on peut dire, c'est la catastrophe, donc pessimisme de l'intelligence. Bon. Optimisme de la volonté. On regarde et on a fait un entretien auprès de tous les nouveaux festivaliers qu'on a pu rencontrer. Et on leur a demandé, en fait, comment ils avaient vécu le festival. Alors, ils venaient évidemment pour PNL, pour Booba, quelquefois pour Petit Biscuit, Lorenzo, bon, hein, mais en fait, on leur a demandé combien d'artistes ils ont vus à l'occasion de leur venue. Et alors qu'ils ne venaient que pour un et demi, en fait, ils ont vu 3, 4, 5 artistes. Est-ce qu'ils sont tous de la galaxie des grands groupes ? Ils n'en savent rien, moi non plus. Effectivement, donc on peut dire, il y a une énigme là-dessus, sur la dynamique de consommation culturelle ou de pratique culturelle, comme on voudra. Mais il y a quand même un peu plus d'ouverture, à mon avis, dans les pratiques qu'on ne l'imagine, avec un regard fataliste sur le fait que forcément tout le monde va tomber dans le panneau des grands artistes internationaux. Et je termine là par une curiosité que j'ai sur le pass culture, avec la théorie, enfin la théorie, non pas la théorie, la pratique de cet algorithme inversé. Vous avez entendu parler de ça. C'est l'idée selon laquelle, pour lutter contre l'effet contestable, à mon avis, de standardisation par le jeu des algorithmes, on va donc proposer à ceux qui utilisent le pass culture des choses que spontanément ils ne pratiquent pas. Donc on va inverser l'algorithme pour mettre en face du consommateur de ce pass culture d'autres propositions considérées comme meilleures du point de vue du référencement du pass culture que celles auxquelles ça donne l'utilisateur en temps normal. Moi, j'ai une vraie curiosité sociologique à l'égard de
ce retour de l'instituteur contre le marché, quoi, d'une certaine manière. Sophie et Mathieu. Moi, je voulais dire que pour que le public, une des raisons pour lesquelles le public pourrait être, on va dire, attentif, c'est par rapport au prix. Alors, le prix d'entrée. Et donc, on sait en France que le prix d'entrée des festivals est inférieur à tous les pays européens parce que les subventions publiques interviennent, et vraiment, je pense qu'elles interviennent directement sur le prix du billet. Et par exemple, je me demande souvent, enfin je parle souvent avec des différents entourages qui ne sont pas forcément dans notre secteur et qui se posent la question de savoir pourquoi quand on va voir un concert au Zénith, ça coûte 45 ou 50 euros, et pourquoi quand on va voir 3 ou 4 artistes à post-guitare, ça coûte le même prix. Ça coûte le même prix parce que il y a des subventions publiques qui permettent ce lissage et cette offre. Et donc, je crois que dans cette lutte, on va dire, territoriale, ou ces ambitions de chaque territoire de faire émerger des événements, ou en tout cas d'aiguiller le public vers des événements aux meilleures conditions, etc., il y a quand même ce sujet de l'aide publique. L'aide publique, bon, t'en parlais un peu tout à l'heure, Dany, selon comment elle est administrée, elle influe, elle impacte directement aussi sur les choix du public. Après, il y a des gens qui iront voir un artiste à n'importe quel prix, n'importe où, et puis ça c'est évident. Mais c'est pas neutre. La question du prix est vraiment pas neutre. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, non, sur les enjeux de sensibilisation du public, peut-être qu'on peut aussi comparer ça à ce qui s'est fait précédemment, que ce soit dans le textile ou dans l'alimentation, c'est-à-dire de sensibiliser les consommateurs de comment sont fabriquées les choses, d'où elles viennent, etc. Et pour simplement sensibiliser les gens. Et je rejoins ce que disait François Figuet. Là, c'est aussi un enjeu de transparence des affaires, tout simplement. Et je pense que on peut s'inspirer de ces modèles-là. Après, bien sûr, ça soulève aussi des enjeux qui sont plus de l'ordre du marketing. Aujourd'hui, enfin voilà, ça peut être un argument marketing, simplement de dire on est bio, machin, ou on est indépendant, venez chez nous. Mais voilà, je pense que c'est des modèles à suivre en tout cas. Juste un point là-dessus, une information qui rejoint ce que tu disais. Quand Live Nation est entré en bourse, l'un des premiers effets, c'est que Live Nation a dû communiquer sur ses résultats auprès de ses actionnaires et donc montrer à quel point l'action de Live Nation était bankable. Et pour être bankable, il fallait montrer qu'on augmentait les bénéfices. Donc c'est là qu'on a vu que l'entrée en bourse par l'entrée en bourse de Live Nation, que l'impact de Live Nation sur le marché, c'était l'augmentation de la billetterie, du prix des billets. Autrement dit, l'idée selon laquelle de vastes économies d'échelle rendues possibles par des grands groupes se traduisent par un bénéfice pour le consommateur est totalement contre-intuitive, contradictoire avec la réalité. Eh bien, merci pour cette précision utile. Je note d'ailleurs qu'ils ont les yeux doux mais la main ferme. C'est la phrase que je conserverai de ce débat. Merci en tous les cas à tous les 5 pour vos contributions fort riches. Merci à Octopus pour l'organisation. Merci à la technique pour cette remarquable organisation. Un dernier mot concernant effectivement l'acte de consommation. Vous pouvez évidemment vous procurer la revue Nectar qui est à cette table auprès de Jean-François. Surtout pas l'acheter sur Amazon. Vous pouvez aussi l'acheter sur éditionattribut.com ou en librairie ou en kiosque, ou vous abonner, c'est encore mieux. Voilà, donc merci à tous et à bientôt.